fait d'être là et à ceux surtout qui ont été en continuité. Je vois certains visages avec la session qui précédait celle-ci, c'est-à-dire un colloque. Nous nous sommes déjà vus et nous avons eu le plaisir de voir François Dusk une après-midi d'avril, lorsqu'au cours de 2 journées, François Nicolas et Pierre-Albert Castanet, qui sera là tout à l'heure, ont organisé un colloque sur mai 68, qui prenait autant de parti d'évoquer le problème, le cas et les événements dans les institutions classiques que d'aborder la question des styles et des différents styles musicaux dans le domaine de la musique savante, dans le domaine de la chanson. On a eu de très beaux exposés dans la chanson et dans le jazz également. Et à cette occasion, vous étiez déjà là. Alors cet atelier est plus centré sur l'aspect musical, puisqu'il va être divisé en 2 temps. Tout d'abord, François Dusk qui accepte de nous parler du free jazz, mais aussi d'improvisation, de composition, de toute cette question fondamentale où se trouve l'écriture et le son. Et vous avez déjà évoqué la chose au moment de l'exposé. Il est ici à la fois des apprentis compositeurs, des grands manitou d'instruments dans différents instruments présents, et donc vous avez les 2 parties de la chose. Et puis en deuxième partie, on fera une pause à 11h, vers 11h, on a le temps, enfin je veux dire c'est libre, mais en tout cas Pierre-Albert Castanet va venir pour faire quant à lui un exposé sur les formes ouvertes dans la musique savante autour de Maderna, Stockhausen, Cage. Et nous allons illustrer le propos avec les étudiants autour de quelques improvisations qui ont été un peu préparées en amont depuis quelques semaines. Voilà. Donc, quant au timing, c'est libre, vraiment, sentez-vous libre de mener la séance comme vous l'entendez, en interaction, puisque je crois que la nature du groupe fait qu'on est tout à fait prêt à dialoguer. Merci François d'être là à nouveau. Merci Corinne. Oui, donc ce que je propose, c'est que comme on commence à 10h15, peut-être on vise à 11h15 à peu près, on terminera à 12h30, comme ça on a 1h30. Alors je voulais, au nom des organisateurs du colloque, d'abord remercier, merci mon visage, mais le CNR et Corinne Schneider de nous avoir accueillis. Et donc aujourd'hui, François Dusk de venir nous parler de cette époque. Je rappelle pour tout le monde que ça a été, et c'est toujours évidemment un acteur essentiel du jazz et du free jazz, mais en particulier ça a été un acteur essentiel du free jazz en France, puisque c'est lui qui a, d'ailleurs il a rapporté le disque, je vais quand même le montrer, c'est dans la version CD, mais on avait lors du colloque la version micro-sillon, qui en 65 a fait ce disque-là, Free Jazz, qui a d'une façon lancé, si je puis dire, le free jazz en France, en tous les cas qui a inscrit dans la musique, dans le jazz français, tout ce qui était en train de se passer aux États-Unis depuis d'ailleurs déjà quasiment 5 ans. Donc il a joué un rôle tout à fait moteur pour mettre la musique, le jazz français au diapason, on va dire, de ce qui était évidemment la force vive du jazz qui se passait aux États-Unis. Un autre disque d'ailleurs en témoigne, mais on n'a pas le temps de évoquer ce disque-là aussi, je ne sais pas si on peut le trouver encore en CD, où justement... Ah d'accord, justement donc, où il joue avec un certain nombre de jazzmen américains, Sonny Murray, Alan Silva, Bob Kevin, Steve Potts, etc. Voilà, donc c'est à ce titre-là, la présence de François est très importante. C'est aussi quelqu'un qui a été très actif, on va dire, dans toute la situation sociale et politique de l'époque, donc qui aussi est de 68, pas simplement au sens musical, mais aussi justement dans ce que nous a apporté quand même 68, c'est-à-dire en tous les cas au moins un minimum d'interrogation sur les rapports qu'il peut y avoir entre musique et politique, musique et société, etc. Et François a été, et d'ailleurs il est resté, enfin, un acteur aussi important de cette dimension-là. Donc je le remercie vraiment vivement d'être venu ce matin. Alors l'idée est un peu, j'indique simplement comment moi je le vois, mais tu procèdes évidemment tout à fait librement. Une des choses moi qui m'intéressait, parce que finalement quand on est organisateur d'un colloque, c'est aussi toujours parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse d'apprendre dans cette affaire-là, hein. On n'est pas du tout extérieur. C'était de réfléchir à comment l'improvisation dans le jazz était pratiquée à cette époque-là, et est-ce qu'on peut mesurer du point d'aujourd'hui une différence, une historicité de la chose, de l'improvisation. On a tendance à faire d'improvisation quelque chose qui est comme ça dans l'instant, simplement, donc quelque chose qui serait
tellement volatile que finalement il n'y aurait pas d'histoire possible ou d'historicité possible de la chose. Donc moi la question qui m'intéressait c'était est-ce qu'à travers un atelier comme ça, pratiquement, on pouvait prendre mesure ou non de ce que c'était qu'improviser dans le jazz à l'époque et ce que c'est maintenant. Alors bien sûr, évidemment, tout ça est surdéterminé, je crois que tu veux nous en parler, par le fait que le jazz n'est plus du tout le même aujourd'hui, bon, qu'à l'époque c'est évident, donc l'improvisation est aussi varie en fonction pas simplement de la dimension improvisation, mais de ce que c'est que le jazz, enfin le monde du jazz, donc évidemment c'est une des composantes importantes. Mais voilà, bon, c'était un peu mon objectif en t'invitant, outre, encore une fois, l'intérêt de restituer à tout le monde la personnalité musicale de François Tusse et son apport à cette dimension musicale. Voilà, François, je te laisse procéder comme tu l'entends. Il faut que je dise un peu d'où je viens. Oui. C'est-à-dire que je suis un peu complètement l'opposé de ce que vous pouvez être, puisque, par exemple, je joue du piano, mais je n'ai jamais appris à jouer du piano. J'ai utilisé le piano, d'ailleurs au début je m'en foutais un peu du piano. Et pour moi c'était un moyen de faire de la musique. Alors j'ai commencé comme ça, en écoutant des disques, en essayant de reproduire des choses. Et puis la seule chose que j'ai fait c'est que j'ai pris des cours de solfège parce qu'au début j'entendais rien, je n'avais pas d'oreille. Donc j'ai commencé vers 18 ans et je me suis aperçu, j'étais fasciné par la musique de Bud Powell, de Charlie Parker. Et j'essayais de reproduire des phrases de Bud Powell, mais sans aucune technique, quoi, comme ça. Et puis j'entendais rien. Alors pendant 2 ans, j'ai pris intensément des cours de solfège pour me développer un peu. Et sans ça, je suis incapable de jouer du piano en lisant, parce qu'on peut lire la musique, la plupart des gens qui apprennent le piano, ils apprennent avec une partition, et moi non. Alors donc moi je peux arriver à lire des partitions, je fais beaucoup de solfège, mais j'ai du mal à faire les deux. Pour moi, le piano, c'est complètement différent de ce que ça peut être pour un pianiste classique. Et bon, j'ai fait du jazz parce que c'est la musique qui me plaisait. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, on va faire de l'ethnomusicologie. Mais je veux dire, moi, je me considère comme faisant partie d'un courant de pianistes de jazz comme Duke Ellington ou Ray Charles ou Mal Waldron ou des pianistes de blues comme Smith Yancey, tout ça, c'est des gens qui m'ont... Et puis, à part la fascination que j'avais complètement pour Bud Powell, j'ai appris en regardant jouer. Il jouait à Paris et je regardais où il mettait les doigts. Pour moi, c'était le dessin du clavier est très important, plus que les notes d'ailleurs, les mouvements, la façon de remuer les doigts. Et par exemple, je suis incapable de faire des octaves correctement au piano, ou de monter une gamme d'une façon régulière. Moi, j'ai développé une façon de jouer qui correspond à ce que j'avais envie de faire en musique et aussi de la pratique que j'avais, c'est-à-dire j'ai appris en jouant. Et dès que j'ai commencé à jouer, je me suis retrouvé tout de suite avec des grands musiciens parce que c'est comme ça, enfin c'est pour ça que je me suis retrouvé, le premier disque, là, je me suis retrouvé avec Bernard Vité, Michel Fortal, François Janot, tout ça, parce que, bon, j'allais les écouter, et puis j'essayais bon, je faisais le bœuf avec eux de temps en temps, en jouant. J'étais très maladroit, mais voilà. Ce qui les intéressait, c'était de sortir de ce qu'ils faisaient du bebop. Et moi, j'avais des idées, j'avais envie de jouer d'autres choses. Alors, le disque que j'ai fait, c'est moi qui ai composé toute la musique, c'est eux qui m'ont demandé de faire ça. Et ils ont travaillé ça parce qu'ils voulaient trouver une façon de sortir des formes établies qui étaient la musique de Charlie Parker, en gros. Même la musique de Monk, ça ne jouait pas tellement à l'époque, c'était essentiellement Miles Davis et Charlie Parker. Quand tu l'avais composé, tu avais écrit une musique là, pour ça? Ou c'était écrit ou tu leur disais Non, j'ai écrit comme ça. Alors, c'est vrai que d'un autre côté, on avait un bon débat sur ce que le compositeur. Moi, j'ai composé plein de morceaux, mais il y en a qui disent que je ne suis pas compositeur parce que c'est autre chose. On ne va pas parler de ça. Mais moi, je suis de cette époque-là où on apprenait par tradition orale. C'est-à-dire la plupart des musiciens, vous savez, un pianiste comme Errol Garner, par exemple, ne connaissait pas une note de musique. Il jouait tout à l'oreille. Mais ça peut être difficile à expliquer, mais c'est un sacré pianiste. Il ne savait pas lire une note de musique. C'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a appris la musique autrement. Voilà, alors moi je suis un partisan de la tradition orale. Par exemple, les musiciens comme Monk ou Charlie Parker, les gens apprenaient, ils jouaient, ils
ensemble, ils passaient du temps à tourner en rond des phrases jusqu'à ce que ça sonne, quoi. Et alors il y en a qui jouaient, parce que pour moi, ce qui est important dans cette musique-là, enfin, je parle de Charlie Parker et Monk et tout ça, parce que c'est quand même important, mais c'est des musiques qui sont de tradition orale, finalement, même si elles sont écrites parfois, et où ce qui est important, c'est pas tellement les notes de musique, c'est-à-dire qu'il faut jouer précisément les notes mais c'est le son, c'est l'expression et c'est la façon dont on peut les faire danser, parce que c'est une musique qui est basée sur le geste et sur ce qu'on appelle le swing, il faut que ça bouge. Et voilà, ça c'est une tradition, c'est le jazz, c'est ça. Alors c'est vrai que maintenant c'est assez différent. Et moi je me suis retrouvé aimant cette musique et je me suis retrouvé tout de suite avec un musicien comme Don Cherry, par exemple, qui quand même, il sortait, comme je l'ai rencontré, enfin il venait jouer avec nous parce que nous on faisait autre chose, et puis qu'il était méprisé par tous les autres musiciens de jazz qu'il y avait autour. Pas les Américains, mais les Français ne pouvaient pas supporter Don Cherry. Pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que c'était pas ça, parce qu'on était dans une période qui est très académique, à part des gens comme Fortin, Jeannot, considéraient que ce qu'ils entendaient de Ornette Coleman, ils entendaient d'Ornette Coleman, de Cecil Taylor ou de qui vous voulez, non, les Dolphy c'est un peu différent, mais Hubert, tout ça, ils pensaient que c'était pas de la musique, ça les déconvenançait. Bon, on était dans une période assez académique, et alors un musicien comme Don Cherry qui jouait d'une façon différente, là j'ai une pensée, je vais un peu en escalier, là, enfin bon. Don Cherry, deux mots, c'est un des types qui m'a le plus influencé. Tout à l'heure, on va parler de la musique sérielle, de l'improvisation, tout ça, mais à mon avis, Don Cherry, c'est un des musiciens les plus importants de l'histoire du jazz, un des plus grands trompettistes, parce que c'est un élève de Kenny Dorham, donc il sait jouer, il connaissait tous les... Contrairement à Ornette Coleman, d'ailleurs, il pouvait jouer sur des suites d'accords, improviser, mais il avait choisi de travailler sur les 12 notes. C'est-à-dire qu'il improvise quand on entend ses solos, c'est de la musique atonale, quoi. Et il reste en même temps dans les thèmes, mais alors ce qui est remarquable, c'est des disques qu'il a fait avec Sonny Rollins. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, peut-être vous ne connaissez pas tout ça, je parle un peu du jazz, quoi. Et moi, j'ai eu la chance de jouer pendant presque un mois, tous les soirs, où je pêche avec lui, quoi. Et il m'a... Dans quelle année ça? C'est en 66, Et avant 68. C'est avant 68, 67. Et là, j'ai appris presque tout ce qui est important, c'est-à-dire qu'on passait des après-midi entières, alors il jouait de la trompette, il jouait, et moi je répétais ce qu'il jouait. Tous ces thèmes, il les apprenait comme ça. Et le système, c'était, par exemple, même les thèmes d'Ornette Coleman, c'est comme ça que c'était. Il n'y a pas de partition. Il jouait une phrase, et puis il fallait la répéter, puis on la répétait jusqu'à ce que ça soit su, et jusqu'à ce que ça soit bien dans le style. Je pourrais vous jouer moi je m'en rappelle encore maintenant. Vas-y, montre-les. Je sais pas... c'est un peu de Don Cherry. Alors, on répétait... Tu te souviens le nom ou non? Oh non, mais alors, je me rappelle de plein de noms. D'ailleurs, lui, il se trompait tout le temps. Je connais plein de noms, mais il mélangeait tout. Il ne se rappelait plus du titre de ses morceaux. On se rappelait uniquement des petites phrases comme ça, mais c'est la façon, le style dans lequel le jouait, quoi. Et c'était pas en lisant. Alors ça, c'était intéressant dans la tradition orale, justement. C'est d'apprendre un thème en répétant, comme ça. Alors c'est un système qui est basé un peu sur comme la musique africaine, sur le jazz, c'est une musique qui est basée sur le cercle, quoi. On tourne les choses jusqu'à ce qu'elles arrivent, quoi. Et puis, voilà. Et alors, donc, c'est un peu l'histoire de la transe, quoi. On répète les choses, puis à un moment, on les casse. Alors, c'est là que il se passe les choses, quoi. C'est les fameuses...
Et alors, donc, moi j'ai appris beaucoup de choses. Moi je faisais de la musique 24 heures sur 24, là. C'est là que j'ai appris le plus de choses, je crois. Après, j'ai eu la chance de jouer avec plein d'autres. Comme je savais jouer ça, j'étais rentré dans le. Parce que c'est une histoire de climat. Il faut arriver. Pour jouer une musique, il faut être dedans, quoi, dans l'esprit des choses. Oui, voilà, c'est ça. C'est plus que le feeling, il faut vraiment être dedans. Et moi, comme j'étais un grand amateur, je connaissais toute l'histoire du jazz, parce qu'avant de jouer du piano, j'écoutais tout. Bon, on se comprenait bien. Et voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui. Ah oui, alors, pour l'improvisation, par exemple, ça permet, par exemple, on peut jouer une phrase, et puis, à partir de là, on s'en échappe. Alors, on ne sait pas où on va. On va dans... Bon, ce qui vous vient, je ne sais pas. Alors, il y a l'improvisation thématique. Alors, avant ça, il y avait. On improvisait. Il faut parler un peu de ce que c'est que l'improvisation pour moi. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, les musiciens américains, c'est des gens très religieux. Il faut savoir que les Américains, c'est des gens très religieux. La plupart des musiciens de jazz américains, ils pensent que c'est pas eux qui inventent la musique, c'est Dieu. Et qu'eux, ils sont simplement le transmetteur de ça. Il faut bien comprendre ça, parce que même ceux qui n'ont pas l'air comme ça, ils pensent tous ça. Et donc, il y a un côté un peu mystique d'improviser, comme ça. On attend que Dieu vous dise ce qui va venir et la musique sort. Mais moi, je suis complètement athée et puis je n'aime pas trop ça. Mais enfin, je me suis entendu avec eux. J'ai toujours joué avec des gens qui étaient très différents de moi et j'ai joué avec des Africains qui étaient assez mystiques. Bon, on s'entendait bien, mais on était comme ça, comme l'eau et le feu. C'est ce que disait Ramadol quand on voit avec eux. Il dit François et moi, on est comme l'eau et le feu. Je l'entends avec eux. Bon, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est une façon de faire. Il faut se sortir dans le jazz. Moi, je vais parler du jazz, c'est ce que je connais. Je parle que de ce que je connais. Hein. Je ne critique pas les autres musiques, rien. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut improviser sur des grilles, comme on fait. Mais ça, c'est pas intéressant, je trouve. Enfin, ça peut être, à un moment, c'était indispensable parce que les gens pouvaient pas, ils n'arrivaient pas à sortir de ça, quoi. Jusqu'à justement Ornette Coleman et tout ça, qui se sont dit, mais pourquoi on ne jouerait pas autrement, quoi. On était prisonniers un peu de ça, les grilles. Et en même temps, c'est une base. Bon. En ce moment, je suis un peu perturbé parce que j'ai l'impression que ce que je raconte, ça peut aller dans 50 directions différentes. C'est toujours le problème de l'improvisation, hein, ça veut dire. Alors, on peut improviser, dirons-nous, d'une façon mystique. Moi, je dirais plutôt. Moi, j'étais plutôt intéressé par le surréalisme et l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'on se met devant un instrument et puis comme on écrit les choses qui vous viennent, on peut essayer de jouer. Ça, à mon avis, c'est plus intéressant, de mon point de vue, comme réflexion pour l'improvisation. On peut improviser, la plupart des improvisations jusqu'à Ornette Coleman et tout ça, c'était des variations sur un thème, en fait. Et pour moi aussi, j'ajouterais à ça que la musique, c'est un langage pour moi. C'est comme un parler, quoi. Comment dirais-je, pour moi, le jazz, c'est chacun parle, quoi, on se parle. Comme on dit, alors comment vas-tu aujourd'hui? Bon, pour moi, c'est ça la musique. C'est-à-dire, on se parle. Et il y a un disque qui est très important pour moi, qui a été très important, qui reflète bien ça. C'est un disque de Charlie Magus qui s'appelle Magus présente Charlie Magus en quartet avec Eric Dolphy, quelques autres. Et ça, on voit bien ça, c'est un langage. Alors, il y a des monologues, des dialogues, tu vois, Eric Dolphy reflète. Il y a un fameux concert qui est à Stockholm où il parle quasiment, un dialogue à un moment donné, je sais, vers 25 minutes, entre Mingus et Dolphy. Dolphy parle dans Carnet de basse, etc. Donc c'est un morceau que j'ai composé comme ça, c'est-à-dire c'était une phrase musicale. Ça, quand on a fait ce disque-là, c'était avant que je rencontre Dolphy. C'était l'époque où j'étais vraiment un débutant et j'ai balbutié, j'avais des idées sur ce que j'avais envie de faire, mais eux, ça leur plaisait bien, puis ils jouent très bien. On écoute sur Livre de l'Oiseau, c'est ça? Alors, 65. Voilà, on peut écouter ça, puis après on en parlera si vous voulez poser des questions.
En fait. Parce qu'il y a une autre chose qui m'intéresse aussi dans la musique, qui est en contradiction. Moi, je suis toujours en contradiction, c'est-à-dire que je fais mettre ensemble des choses qui ne sont pas faites pour aller ensemble. Alors, par exemple, moi, je suis très fasciné par le collage. Max Ernst, tout ça. Bon, et alors, là-dedans, il y a un peu de ça. Il y a, les musiciens avaient des thèmes différents qui se contradisaient. Il y a le premier qui est une phrase comme ça, puis il y a des riffs. Et ils les jouent quand ils ont envie. Alors, ils peuvent casser ce qui se passe. Alors, le problème dans le jazz, c'est que le jazz, c'est une musique en général, on rentre, c'est très d'ailleurs un peu mystique, quoi. Ou même ça existe aussi dans la musique classique, où on rentre dans un climat et puis il n'est pas question de briser ça, il faut garder le fil et tout. Et alors, moi, mon idée, c'était de casser ça pour que ça soit plus intéressant. Parce que moi, justement, je parlais des clichés, ce qui m'a toujours guidé, c'est la peur de m'ennuyer, quoi, de tourner en rond dans des trucs. Donc, une des choses que j'employais, c'était des collages. On balance un autre thème derrière qui est en contradiction avec le premier, et ce qui fait qu'il y a quelque chose qui naît de ça, quoi. Ce qui se passe là, à la fin, on entend des... Alors, on le joue, chacun le joue, d'ailleurs, on voit bien comment il joue, ça me plaît bien comme ça, plutôt que de jouer à la briquette. Ça, c'est un thème qui vient, qui est en contradiction avec le premier. Bien qu'il ait des rapports de composition, enfin, dans l'idée, il y a des rapports entre les deux, mais c'est des mouvements différents. Ce qui est frappant à l'audition, c'est qu'effectivement, ça fait plus tellement free jazz parce qu'on entend quand même les blocs qui sont non, chacun... parce que ça, c'est une musique très élaborée, hein, c'est pas du free jazz complètement libre. Parce que moi, bon, enfin, on peut passer, je peux passer... Est-ce que j'ai une question à te poser parce que ça m'intéresserait que tu nous montres. Tu disais par exemple, on peut improviser sur un thème en prenant le thème non pas comme une grille, qui est la manière, disons, ancienne, enfin, et comment peut-on à ce moment-là improviser sur un thème en prenant ce thème non pas comme une grille, en classique, mais autrement. Est-ce que tu pourrais nous indiquer ça, puisque c'est ce dont tu parlais juste avant, me semble-t-il? Je voulais en parler un peu plus tard. Ah, pardon. Non, parce que là, je suis un petit peu raccourci de... Alors, par exemple, là, il y a une volonté de... C'est un peu une ébauche de musique, bon, dodécaphonique, si tu veux. C'est-à-dire que la phrase, elle est construite sur 12 notes. Je prends des espèces d'évocations de Charlie Parker, qui sont très loin, d'ailleurs, de la musique de Charlie Parker, mais bon. Et puis, c'est construit sur 12 notes. Donc, pour essayer d'échapper à la tonalité, quoi. C'est dans quel exemple, ça? Oui, celui-là, là, on voit bien. Oui, il y a 12 notes. Bon, alors, elles ne sont pas employées d'une façon rigoureuse, mais c'est le thème est construit pour essayer de sortir de la tonalité. C'est qu'on trouve du dodécaphonique chez Bach, hein, dans certains endroits. Je veux dire, tu peux avoir... Oui, mais enfin, il n'y a pas de volonté de... Non. Parce qu'à l'époque de Sébastien Mock, on est dans une époque où on essaye de faire sortir la tonalité à travers la musique tempérée, tout ça, c'est notre époque. Et maintenant, moi, je trouve qu'il faut essayer de plus jouer comme ça, parce que toute la journée, on est assailli dans les supermarchés, tout par de la musique tonale et de la musique romantique. Donc, la tendance de plein de musiciens de jazz, c'est de jouer, ils sont influencés par ça, ils jouent de la musique tonale et romantique, et moi, je supporte plus ça, quoi. Enfin, de temps en temps, je joue j'aime bien jouer des chansons américaines comme ça, mais j'essaye d'en tirer autre chose que cette tonalité. Hein. J'essaye de trouver autre chose dedans, des sons, Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors par exemple, ça c'est un moyen. L'autre moyen, là, je voudrais vous passer un truc plus récent. Là, j'ai fait un morceau, il est un peu long, on va en écouter juste 4-5 minutes. C'est le dernier, là, c'est Le Poulailler, ça s'appelle. C'est un travail que j'ai fait à partir de Phèdre, de Racine. J'ai composé 12 morceaux avec 12 musiciens, et c'est des thèmes de 12 pieds. Parce que vous avez moi, j'ai pensé qu'il y avait des thèmes de 12 pieds, par exemple, je sais pas,
Bencha Swing de Monk, c'est un thème de 12 pieds. Ça fait ta 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 ta. Ou tu peux jouer le piano? Non, tu l'as le piano? Tu peux le jouer là? Ça fait un thème de Monk, fait 12 pieds. Ou il y a 12 pieds. Alors ça a une importance, personne n'y pense à ça, mais c'est comme de la poésie. Les alexandrins. Oui, là c'est des alexandrins, il peut y avoir des thèmes de 8 pieds. Et ça, personne n'y pense, mais ça a une importance. Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse dans le jazz aussi, c'est l'aspect poétique des choses plus que l'aspect mathématique ou de la musique des thèmes. L'Estérion, pour moi, c'est un grand poète, par exemple. Parce que si on écoute bien l'Estérion jouer, c'est assez curieux, quoi, parce qu'il ne joue pas vraiment les notes. Il joue des trucs, on ne sait pas trop, mais c'est quelque chose qui ressort et qui vient de la composition de Bach. Bon, alors là, attends. C'est le blues aussi, enfin, je veux dire, il faut quand même le oui, alors en plus, le truc de 12 pieds, là, ça a un rapport avec le blues qui est 12 mesures. Et là, je compose des morceaux qui font 12 pieds, puisqu'il y a la gamme, la musique sérielle, c'est 12 notes, donc ça fait 12 pieds. Il y a des rapports avec ça, quoi. Alors, il y a 12 morceaux dans le truc, avec 12 musiciens, 12 pieds. Et alors, je vous passe le dernier parce qu'il est un peu particulier, c'est par rapport à celui qu'on a entendu avant. C'est un morceau où j'avais donné des partitions à des cuivres. Il y a Daniel Dumas qui joue du soprano, il y a Denis Collin qui joue de la clarinette basse et Jeff Sicard du saxophone. Et eux, ils sont en fond, et non, ils ont j'avais composé des blues, j'avais découpé comme ça, j'avais mis des petits morceaux, et ils jouaient quand ils voulaient un ou l'autre morceau, un bout, et puis tout était dévolu, les solos, les musiciens, c'était des trompettistes, il y avait 3 trompettistes, il y a Bernard Vité, il y a Michel Mar et il y a Itario qui devaient se démerder pour improviser à partir de ça, quoi. Alors ça, c'est une autre façon de faire. Comme dans les œuvres ouvertes. Alors, si tu me demandais la différence d'improviser entre l'époque et maintenant, là, on a un exemple, parce que là, c'est plus récent, ça date d'il y a 5 ans. Alors, on peut en passer un peu. Ça montre dans le jazz, c'est difficile, il ne faut pas faire des choses trop compliquées. Il faut faire des choses qu'un musicien peut saisir dans l'instant tout de suite. Si on commence, alors il y a des musiciens, bien sûr, il y a Gunther Schuller ou des gens qui composent des trucs où il faut bon, mais ça ne donne pas le même résultat émotionnel, si je peux dire. Moi, ce que je cherche quand même dans le jazz, c'est quand même une expression, que ça soit évident, quoi. Tu peux nous montrer alors au piano, enfin, ou passer, reprendre un peu ça, pignou en main, si je puis dire. Bon, alors je peux vous jouer un morceau, là, c'est une série, là, lui, c'est pas une série. Ça s'appelle L'Acrobate, je sais pas si je vais m'en rappeler d'ailleurs. Alors je peux improviser dessus pour vous montrer comment j'improvise thématiquement, peut-être. C'est un blues en si bémol, hein, ça fait...
thème de... Ensuite à l'envers. Et puis ensuite il y a le miroir, quoi. Bon, mais en même temps, c'est l'idée de... Moi j'aime bien le blues, je fais un musicien de blues. Donc je mets d'un côté la musique de, on peut dire, Johnny Hooker, quoi. C'est un des musiciens que je préfère, parce que c'est Johnny Hooker, comme le guitariste. Il fait des disques entiers où il y a un seul accord, mais alors ça bouge juste un peu, et il y a tout à fait... Bon, j'aime beaucoup ça. Alors on peut dire, il y a le blues, comme on joue la Java à ma gauche, par exemple, ou qui est derrière, enfin moi je ne joue pas tout le temps, mais... Et puis il y a cette musique-là qui va ailleurs, quoi. Alors c'est entre la rencontre entre les deux qu'on peut improviser, on est influencé par les deux, et on essaye de garder l'esprit, et puis le rythme, le mouvement de l'un, et puis profiter de la liberté du deuxième. Voilà. Est-ce qu'on pourrait tester quelque chose, une proposition, tu me dis si elle te convient, c'est qu'avec ceux qui sont ici, qui sont prêts à jouer, que tu leur apprennes un thème comme tu le faisais avec Don Cherry. Ah oui, alors j'ai pensé à ça, j'ai amené, alors il faudrait, si ça intéresse, on peut faire ça maintenant. Mais... Ben, oui, puisque c'est la dimension d'atelier, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que tu prends un thème que tu essayes d'apprendre à ceux qui veulent jouer avec toi, comme d'une façon où vous le faisiez. Oui, alors j'ai prévu, là j'ai amené quelque chose. Mais pas avec partition alors. Non, pas partition, mais c'est un thème assez court, mais c'est basé sur une... C'est un thème que j'ai construit, un peu précis. C'est d'après une suite d'accords que jouait toujours Don Cherry. Mais il n'y avait pas de thème dessus, il avait donné des accords comme ça. C'est des trucs qui permettaient de saper. Alors, donc je propose ça avec un pied qui se sent... Système Don Cherry. Quand on jouait avec Don Cherry, tout le monde apprenait le thème. Le contrebassiste, il n'y avait pas de ligne de basse. Le contrebassiste apprenait le thème. Tout le monde apprenait le thème à l'unisson, comme ça. On travaillait comme ça. Moi, je trouve c'est la façon dont on travaillait les Américains. Et on a perdu ça. Quoi. Mais à mon avis, là-dedans, c'est intéressant parce que ça donne une cohésion. Tout le monde sonne. C'est comme dans le théâtre, tout le monde essaye de jouer pareil. Dans une pièce de théâtre, il y a par exemple des acteurs
acteurs qui sont très bons, mais ils ne jouent pas ensemble vraiment. Les bons metteurs en scène de théâtre, ils font travailler dans un esprit commun, tout le monde est un peu pareil, c'est pareil, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a aussi des accords qu'on peut jouer, c'est si bémol mineur, je ne sais pas si tu... Il y a si bémol mineur, ensuite il y a ré septième avec la thème diminuée. La bémol mineur, et fa septième, thème diminué. Lequel? Fa septième. Voilà, ça fait ça d'abord. C'est ça, alors ça, c'est des accords, mais on est pas obligé. Moi, je les joue au piano, mais tu peux les jouer aussi. Enfin, tu vois, on peut organiser la musique. Bon, on va recommencer, on va répéter pour que tout le monde soit plus à l'aise. Puis après, on peut imaginer que chacun il trouve son truc, chacun va dans une voie. Là. Comme c'est des accords qui n'appartiennent pas au système tonal, ça ouvre la musique. Bon, c'est un truc simple, comme si j'ai amené ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors on essaye de rejouer comme ça. Ça, c'est j'ai choisi un truc. À mon avis, bon, après, on peut le faire éclater. Donc, ça, il ne faut pas trop intellectualiser les choses, il faut laisser la musique. Pareil. Parce que là, si je me permets un commentaire, on a quand même une grille, on a une situation assez... Au début, il y a ça, mais après, on peut sortir de là. On a une grille parce qu'on joue les accords. Et si on ne joue pas les accords et qu'on se réfère juste à la mélodie, mais ça, je veux dire, c'est un truc, ce système-là, ça remonte à loin. Hein, je veux dire, c'est un moyen de rentrer de se libérer de l'harmonie, quoi. On part de l'harmonie, puis on va ailleurs, et puis on peut se retrouver autour de ça. Voilà, c'est une expérience. Je pensais qu'on pourrait voir ça, mais si on est dit trop, voilà, c'est pas...
regarde les partitions de Duke Ellington, moi j'ai eu les partitions de Duke Ellington ou celle de, comment il s'appelle, celui qui joue avec Miles Davis, là, le grand arrangeur. Là. Gil Evans. Ouais, hein? Gil Evans. Oui, Gil Evans. C'est très simple, il y a très peu de notes. Alors ce qui est remarquable dans les partitions de Duke Ellington que j'ai vues, c'est qu'on entend des musiques qui ont l'air compliquées, mais en fait, le trompettiste, par exemple, il a une note là, et puis une note là, et puis le reste, c'est lui qui choisit ce qu'il va jouer. C'est comme ça, hein, la musique de Ellington. Moi, j'ai regardé ça, ça m'a ouvert l'esprit. Ça faisait un grand orchestre, et puis les mecs, ils ont juste 2-3 notes à jouer, et puis le reste, c'est eux. Ça pose d'ailleurs le problème de l'individualisme. Je sais bien qu'en ce moment, on critique beaucoup la société en disant que l'individualisme, on est dans une société individualiste et pas solidaire. Enfin bon, moi, je trouve que c'est le contraire. On était avant dans une société individualiste où on pouvait être solidaire, et maintenant, on est dans une société... Enfin, ça, c'est une chose, on peut discuter, mais moi, je pense vraiment qu'on n'est pas dans une société individualiste, on est une société où tout le monde pense pareil, au contraire, et qu'il faudrait faire un peu plus, si on veut changer les choses... Pas vraiment solidaire, c'est encore autre chose, alors ça, c'est uniforme, c'est pas... Oui, mais enfin, bon, je veux dire, autant on était individualiste, quand on est individualiste, on peut être peut-être plus... C'est un truc à discuter, on peut être plus solidaire que comme... Tu vois, bon, ça c'est un débat philosophique. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait un peu plus d'individualisme. Et d'ailleurs, moi, ce que je reproche souvent aux musiciens, aux jeunes musiciens de jazz que je vois jouer, là, c'est qu'ils sont tous dans le même truc, et puis ils essayent de faire bien, et puis ils sont tous dans le même truc. Ils ne sont pas assez individualistes, ils ne cassent pas assez les choses, ils ne détruisent pas assez les trucs, ils n'essayent pas assez d'exprimer quelque chose. Enfin, ça c'est un point de vue personnel. Alors justement, donc sur un exemple peut-être d'une de ces compositions, avec les musiciens qui sont là, comment tu mets ça en place? Ça, par exemple, mais j'avais prévu ça, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'avais juste prévu ça. Le thème par rapport à la princesse indienne, vous avez peut-être si on aura quelque chose un peu proche de la musique indienne. Enfin, si. Oui, enfin. Les Indiens d'Amérique. Oui, j'ai pas encore réussi à trouver l'accompagnement. Il faut que je vois ça avec le batteur, parce que je travaille aussi avec les musiciens. Ils me donnent des idées. Là, je cherche un rythme. J'ai écrit un thème qui est un blues comme ça, en do d'ailleurs. Le rythme un peu de Donne là. Dans la musique de Donne, comme chérie, il y a un batteur comme Eddie Blackwell, surtout Billy Higgins, qui joue un espèce de rythme. Une espèce de rythme comme ça avec des trucs. C'est des trucs africains. Ouais. Bon, il y a ça derrière, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très important le rythme. C'est un point de vue personnel que j'ai, moi. Du monde le jazz, pour moi, c'est une musique où, si on n'est pas capable d'être un peu indépendant et libre, c'est pas la peine, quoi. C'est une question de plaisir, quoi. Si on est obligé de... Je sais pas, moi j'ai joué dans des trucs où on n'arrivait pas à jouer un truc bien, alors tout le monde était là, c'est filmé, et puis finalement ça donne rien. Il vaut mieux laisser tomber ça et faire des choses simples et puis que ça soit bien. Tu donnes jamais une répartition en disant, je sais pas quoi, un tel va s'arrêter à un moment donné ou va avoir une formule de ça peut arriver, mais c'est quand ça se passe comme ça. Bon, on peut diriger un peu, je peux vous proposer des choses. Oui. Ouais. Faisons-le. Ça, c'est pas... Bon, oui, on peut essayer. Bon, mais là, c'est un atelier, fais-le en dirigeant en même temps. Bon, allons-y, on reprend ça alors. Ça vient en fait de... C'est un thème de Donne. J'ai simplement utilisé la première phrase et après je suis passé dans autre chose.
Mais là, par exemple, on peut le faire éclater. Moi, je suis assez pour la musique cubiste aussi. C'est-à-dire qu'on prend ça sous différents... D'ailleurs, c'est ce que essayé de faire tout à l'heure. Tu chantais toujours le même truc alors que les autres faisaient autre chose. Alors, on peut aussi ouvrir la musique comme ça. Il y en a... Dans n'importe quel ton, on peut... Et alors, le coup, c'est qu'il faut écouter un peu ce qui se passe, quoi. Alors, d'un autre côté, il y a des gens qui disent, quand on improvise, il faut écouter les autres. Mais c'est un piège aussi, parce que moi, je me rappelle, quand je jouais avec Don Cherry, je lui disais, ça va ce que je joue derrière toi? Moi, j'étais un peu débutant. Il me dit, mais je suis tellement occupé à jouer que je ne m'occupe pas de ce que tu écris. C'était une galégène, mais c'est vrai qu'il y a des musiciens qui pensent tout leur temps à s'écouter, puis alors ça les empêche de jouer, quoi. Il ne faut pas hésiter quand il y a quelqu'un qui a envie de jouer. Puis ça, c'est les autres le suivront. Je veux dire, il y a une dialectique comme ça, là. Dans un groupe, s'il y en a un qui... Il faut écouter, si on en voit un qui démarre, les autres doivent pas s'effacer d'ailleurs, mais tenir compte de ça, et voilà. C'est ça que je peux donner comme indication. Et quand tu pars, tu donnes une indication de la durée ou non, à peu près? Parce que c'est pas tout à fait pareil si on part. Non, mais là, par exemple, tu as envie d'en donner une ou pas? Ou de dire on part pour 5 minutes, 10 minutes ou... Non, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de rien particulier. On peut jouer un peu, alors on peut essayer. Alors, qu'est-ce que je peux donner comme... Donc, n'hésitez pas même à changer de ton. Par exemple, ça peut être un truc. Et c'est thématique, c'est une improvisation un peu thématique, mais on peut s'en échapper. Mais je veux dire, ça, l'intérêt de ce morceau, peut-être, c'est qu'il y a un point de ralliement. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un se met à chanter tilt, et là, les gens disent, tiens, on est là. Et, par exemple, ça peut être ça. C'est comme un jeu, en fait. Il faut que ça soit un peu la musique, il faut que ça soit un peu... Il faut garder la structure du thème, tout de même. Non, pas forcément, moi je le fais, mais... Tout en improvisant, tout en... Moi je le fais pas tout le temps, d'ailleurs. Par moment, on s'en échappe, puis on se perd. C'est bien qu'on se perd. Tout est bien. Mais non, ça fait... Non, mais c'est bien comme principe. Ouais. Pas comme... c'est pas forcément mieux, Oui. musicalement, mais quelquefois c'est mieux. Quelquefois c'est mieux. Il y a des erreurs qui sont mieux que... Et oui, il faut essayer de se dégager un peu. Une erreur originale. L'idée quand même, si on parle du free jazz, c'est essayer de se dégager un peu de ces conventions qui fait qu'un truc c'est bien parce que le mec joue exactement la note là où il faut, ou parce que, à mon avis, c'est un point de vue, moi, sur la musique. Il y a un proverbe qui dit une erreur originale vaut mieux qu'une vérité banale. Il y a Paul Klee qui disait aussi le génie, c'est les 4 fois les titres, et après
Thank you.